Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, comme chaque mercredi, nous allons passer en revue, on va dire, les informations les plus intéressantes que vous avez retrouvées dans la presse, dans les médias, concernant l'actualité économique et on va dire et même sociale. Et alors, on va dire que ça nous touche à tous aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chavilot, les packages de portables israéliens qui pourraient changer à la suite d'une initiative de deux grands consortiums, Hot d'un côté et Sony de l'autre. Expliquez-nous. Oui, vous savez, un des secteurs les plus concurrencés en Israël, c'est le secteur des téléphones portables. Vous avez souvent des réclames pour 20, 30 shekels. Maintenant, c'est arrivé à tel point, nous avons parlé souvent de ça, ça s'est vu dans les comptes boursiers, les sociétés comme Cellcom, Partner et Bezek sont en difficulté financière à cause de ça. D'ailleurs, il y a eu la semaine dernière, le ministère de Communication a compris qu'il était peut-être allé trop loin dans la concurrence et il a réuni une commission à ce sujet. Maintenant, hier... Une commission avec pour objectif de réduire le nombre, c'est-à-dire oui, exactement, la concurrence. De réduire la concurrence et de voir, puisqu'ils n'ont qu'un intérêt à ce que des compagnies fassent faillite. En plus de ça, ils ont besoin, vous savez, dans le monde, on parle maintenant de la 5e génération des téléphones. Ouais, donc, si vous ne donnez pas une source suffisante aux compagnies de téléphone, ils ne le feront pas en Israël, et ça sera un problème. Alors, ils ont commencé à réfléchir à ce sujet. D'un autre côté, la compagnie Hot subit la concurrence de Bezek pour d'autres raisons. Et elle a décidé, avec la compagnie Sony Tikshoret, c'est une communication qui importe ici les Samsung. Vous savez, les téléphones Samsung, qui est un monopole. Les deux, d'ailleurs, sont un monopole. Et Sony et Hot. C'est pas Sony, c'est pas le Sony habituel. Non, c'est Sony Tikshoret. Et ils ont décidé hier, ils ont envoyé une réclame, et surtout d'ailleurs aux clients de la compagnie Cellcom, en disant, nous vous proposons 14,90 au lieu de 30 shekels que vous payez. Pour un package. Et c'est évidemment pas un prix qui est possible de tenir, que c'est évident que point de vue économique, ils font ça parce que Hot vous faire couler Partner et Bezek et avec la compagnie Pelephone. Et il risque pas de couler, lui? Alors, quelle différence il y aurait entre Hot d'un côté et, on va dire, prenons l'exemple de Partner ou même de Cellcom? Vous avez raison, mais c'est comme avec Shimshon dans la Bible, quand il a dit « Je mourrai avec les Philistins, avec les Philistins ». Il y a de ça aussi. Il y a un problème en plus que la compagnie Cellcom, son chef d'entreprise, du comité d'entreprise, est allé devant la commission, a fait un appel à interjection judiciaire auprès de ce qu'on appelle la reshut atacharut, c'est-à-dire qui est chargé de la concurrence, disant ce n'est pas un prix concurrentiel, nous te demandons d'intervenir, puisqu'en plus c'est un monopole, et c'est un prix qui est dumping, c'est un prix à qui ils ne peuvent pas faire tenir, et il a d'autres raisons, comme pour pouvoir nous faire couler pour faire ce genre de choses. Et donc, pour l'instant, on en est là, et il faut voir... qu'est-ce qui va arriver. C'est pas évident que pour les clients, payer 5 ou 10 shekels de moins par mois, c'est ça qui va faire beaucoup, qui sera bien pour le pays entre nous. Il est possible que payer même 30 shekels si on peut, comme je l'ai dit au début, avoir une bonne concurrence. J'essaie de comprendre la logique. C'est-à-dire si, par exemple, Hot veut faire baisser les prix dans une situation où des consortiums comme Cellcom sont en difficulté, est-ce que le gouvernement laisse faire ce genre de démarche? Justement, d'abord, ils ont fait ce régulateur. Parce que d'un côté, le gouvernement veut essayer de protéger ces grands consortiums. D'un autre côté, pourquoi il serait intéressé à les laisser affaiblir? Oui, le gouvernement ne peut pas tout. Il a fait cette commission qui n'a pas encore agi. Vous savez, en Israël, il y a des commissions. N'oubliez pas que nous sommes dans une période préélectorale. Et je ne sais pas, il n'y a pas de loi qui peut être faite, il n'y a pas de choses qui peuvent être faites. Donc, on est dans un certain vide juridique. Et je ne sais pas ce qui se peut. Je sais pas s'ils peuvent. Vous sous-entendez que ce n'est pas une démarche qui pourrait obligatoirement être couronnée de succès? C'est-à-dire que aujourd'hui, le contribuable israélien ne fait pas attention à la différence entre 30 shekels par mois et 15?
Ça peut être couronné de succès dans le sens que les gens veulent bien. Je peux encore gagner 10, 15 shekels. On en parlera peut-être sur un autre sujet. Ils le font, mais ça ne veut pas dire que c'est à terme une bonne chose pour l'ensemble de l'économie ou l'ensemble du problème de la communication, de gagner 5 shekels par mois. Oui. D'accord. Alors ça c'est un point important. Nous voudrions en parler avec vous également aussi de ce que vous appelez la nouvelle loi des faillites qui risque d'avoir un effet important sur les contribuables parce que ça risque de faire sortir de manière beaucoup plus rapide, on va dire, des contribuables qui sont dans des appartements ou dans des appartements qu'ils ont soit achetés, soit loués et qu'ils vont devoir, par exemple, confier au Trésor parce qu'ils ont accumulé trop de dettes, c'est ça ? Exact. Nous avons parlé plusieurs fois la chronique du problème des Israéliens endettés, des gens qui vivent ici, qui sont endettés. Et il y a un réel problème. Il y a beaucoup, malheureusement, de ce qu'on appelle Hotzah Lapoal, c'est-à-dire qu'on leur fait une procédure judiciaire parce qu'ils sont en faillite. Je parle maintenant pas des entreprises, je parle en tant que personne. Et maintenant, il y a une nouvelle loi qui va rentrer en septembre, mi-septembre, en disant c'est une loi pour aider justement, le titre de la loi, c'est aider les gens à se rétablir. Donc, on pourrait penser que ça va justement aider les gens à sortir de leurs problèmes. Maintenant, apparemment, il y a eu 2 choses qui ont été faites là-bas, dans cette loi-là, parce qu'elle a voulu quand même garder un peu d'équilibre, pour ne pas que les gens se lancent dans des en disant j'ai plus de quoi payer. Une première chose, d'ailleurs, la semaine dernière, vous savez, comme la Knesset est en vacances, mais une chose qu'elle a fait, bien qu'elle soit en vacances, elle a fait une redevance pour les gens qui vont être en faillite. Jusqu'à maintenant, c'était gratuit quand on se déclarait en faillite, parce que généralement, on n'a pas d'argent. Maintenant, on demande 1500 shekels. Oh là là, les gens n'en ont pas et ils font pas. Alors, ça, ils ont permis simplement que ça ne soit pas en une fois, mais ça peut être étalé. Maintenant, la deuxième chose, et je demande de faire très attention parce que des fois, on me consulte sur ce genre de sujet pour des gens qui veulent faire des affaires ensemble ou qui veulent acheter, vous savez, des gens qui ont des maisons ensemble ou des choses comme ça. Jusqu'à maintenant, lorsque quelqu'un était en faillite, lui-même, on ne pouvait pas jeter sa femme ou ses enfants de l'appartement. C'est-à-dire, on pouvait dire, vous ne pouvez pas payer, vous êtes sous cette loi, ce qu'on appelle en hébreu Hadat Piraon, mais on peut vendre votre maison, mais celui qui achètera ne pourra pas vider la famille. Maintenant, ce qui se passait, c'est que les gens ne voulaient pas tellement acheter, puisque s'ils savaient qu'ils achetaient que la personne, de toute façon, n'est pas sauvable et ne payerait pas, ils ne voulaient pas acheter. La loi, maintenant, va dire que on pourra acheter et quand celui qui a racheté pour sauver les dettes, lui pourra faire expulser la famille. La famille, ou bien les gens qui sont conjointement, ça peut être vous savez, après un héritage, ça peut arriver, des gens sont ensemble jusqu'à qu'ils ont une maison. Alors, si un ne peut pas payer, ça veut dire qu'il considérait sur cette chose-là, c'est c'est les frères et tout, ou de la famille, ou tous ceux qui seront joints à cette affaire, qui verront cette maison donc vendue et aussi pouvoir être expulsés de l'appartement. C'est un article qui a été fait par un avocat très très important de ce sujet dans la presse financière, comme vous dites, et c'était très important pour moi de le signaler au public parce que même si c'est en septembre, il faut maintenant prendre des décisions. Alors, on parle aussi de croissance avec vous ce matin, croissance de l'économie israélienne. Sur les 6 premiers mois de l'année, ça n'a pas l'air si mauvais que ça, mais pourtant les chiffres sont relativement, c'est-à-dire, ça dépend comment on interprète les chiffres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, dites-moi si je me trompe, on est à combien de croissance pour les 6 premiers mois, autour de 6 ? Non, pas du tout. Nous sommes dans les 6 premiers mois autour de 3. Autour de 3, c'est ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Et nous en avons parlé il y a plusieurs mois dans la chronique. Au premier trimestre, formidable, 5%. C'est ça, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème d'impôt sur les voitures qui allait augmenter. Et les gens ont acheté beaucoup plus de voitures que ce qu'ils achètent d'habitude. Et donc, on a eu l'impression que tout allait bien. Oui, mais d'un côté, les économistes ont dit en Israël, mais Israël ne produit pas de voitures, d'accord ? On importe. Pourquoi importer de la voiture ? Ça serait de la croissance pour l'économie israélienne. C'est un peu étonnant ce que la statistique fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, étant donné que c'était le point le plus important... Au deuxième semestre, on est à 1%. On est à 1%. C'est pour ça que j'ai dit 6, 5 et 6. On est à 1%. On est à 1%, donc en moyenne à 3%. Maintenant, le fait qu'il y a un ralentissement en Israël, c'est dû aussi, on a parlé au shekel qui est fort, c'est dû à un contexte mondial de guerre, vous savez, commercial entre Trump et la Chine. Et ne croyez pas qu'Israël ne subit pas de ses conséquences. Il y a récemment maintenant une entreprise qui fait de l'acier, qui a dû vider ses gens, parce qu'elle dit, moi, j'ai plus intérêt de le faire en Israël ou d'importer de Chine.
Et donc je devais faire apporter d'autres pays et il a réduit ici sa production qu'il faisait. Et donc ces trois choses-là, et il y a un ralentissement dans la croissance mondiale aussi, on le sait en Allemagne et dans d'autres pays, et donc c'est un phénomène mondial. Maintenant, nous avons parlé que la Banque d'Israël avait augmenté il y a quelques mois de ça le taux d'intérêt. Celle qu'il a fait, c'était pour un mois qu'elle était celle qui l'a remplacée. On lui a fait remarquer que c'était une erreur. Elle a reconnu plus ou moins que c'était une erreur. Ce qu'on parle maintenant, c'est très important pour les gens qui veulent prendre des prêts. On parle qu'en novembre, la Banque d'Israël, comme tous les autres pays du monde, va baisser de 0,25% son taux d'intérêt. Et qu'en 2020, il va baisser 2 fois de 0,5%. C'est-à-dire qu'il est possible qu'en 2020, d'après ce que les économistes disent, Israël sera dans un intérêt négatif. Et la Banque d'Israël, comme tout le reste du monde d'ailleurs, qui font ça, récemment, une banque d'ailleurs danoise qui fait des mashkantaot a proposé à ces gens de faire pour 10 ans et de payer moins 10 ans après. Ah oui. Vous voyez comment tout est lié dans le monde, oui. Et ok, alors très intéressant. Maintenant, dernier point. Aujourd'hui, vous parlez des cartes de crédit extra-bancaires. On en trouve un peu partout. Ça jaillit un peu de partout. Et c'est bon pour le contribuable israélien qui a tellement de cartes de crédit? Vous m'avez dit plusieurs fois que votre femme tient le grain et pour vous ne vous fait permettre qu'une carte de crédit. Voilà. Maintenant, vous ne ressemblez pas à la plupart des Israéliens. La plupart des Israéliens collectionnent les cartes de crédit. Pourquoi? Vous savez, c'est ce qu'on appelle en Israël les moadonimes, dans je ne veux pas dire des noms des supermarchés, qui disent, vous avez ma carte de crédit, vous êtes fidélisé, donc vous payez moins à la caisse pour ci, pour ça. Les gens adorent ça, de voir qu'à la caisse, il y a 10 ou 15 shekels. Maintenant, il y a une concurrence entre les compagnies on a dit maintenant, il y a une loi entre les compagnies de crédit. Et ce qui fait qu'ils sont sortis des banques. Et donc, ils ont intérêt à faire maintenant, ils font des accords avec les supermarchés ou d'autres, ça peut être de la mode ou des choses comme ça, pour proposer des cartes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À part votre abonnement que vous payez 10 shekels par mois, à part ça, vous pensez bien que ceux qui vous font ça, ils se payent de façon plus agréable. Comment? Surtout quand vous partez à l'étranger, maintenant déjà en vacances, sachez que si vous passez par une part de carte extra bancaire à l'étranger, vous payez beaucoup plus cher et les commissions de change et ils vous prennent plus aussi à l'achat. Si j'utilise une carte de crédit qui est bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles c'est plus intéressant. C'est vrai de payer dans votre propre super ou d'autres choses comme ça, mais faites très attention, c'est des fois un piège. Et on suppose qu'à Rome, on ne connaît pas Rami Lévy, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Justement, on va le connaître puisque les gens sont amenés à payer avec ces cartes extra-bancaires. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'au niveau du consommateur, ils y gagnent. Surtout pour les prêts aussi. Vous savez, on peut avoir des prêts auprès des gens. Et les prêts par cela sont plus chers, c'est 9-10% que dans les autres endroits. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette chronique, toujours aussi intéressante chaque semaine. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.